passe au prochain symposium avec mon ami Dr Fawzi Added pour nous parler de l'hypertension artérielle, aller au cœur du vaisseau. Et j'invite les modérateurs, Dr Boussadia, Dr Krayem, Dr Milouchi et Dr Mzouri. Bonjour. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec le symposium des laboratoires Servier. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Fawzi Added, qui va nous parler de l'hypertension artérielle, aller au cœur du vaisseau. Merci Khadija, bonjour à tous. Vous avez vu, on était au cœur de la valve et maintenant on va aller au cœur du vaisseau. Tout d'abord, je réitère encore toutes mes félicitations au bureau de la Société tunisienne de cardiologie, à leur tête, bien évidemment, mon ami, le professeur Selma Abdeslam, pour ce très très beau congrès. On est toujours fiers d'appartenir à cette grande société savante qui nous honore tout le temps. Et puis un grand merci au laboratoire Servier, bien évidemment, pour leur confiance. Alors, on va changer de sujet, on va parler d'hypertension artérielle. Et lorsqu'on parle d'hypertension artérielle, bien évidemment, on parle du premier facteur de risque en termes d'abord de prévalence. C'est extrêmement fréquent, ça touche 30% des adultes. En termes de, je dirais, de sous-diagnostic, puisque 50% des patients, malheureusement, qui sont hypertendus s'ignorent. C'est des patients le plus souvent aussi, et de manière assez surprenante, peu traités, puisque 35% seront traités. Et finalement, c'est des patients très peu contrôlés, puisque moins de 10% de l'ensemble des hypertendus qui sont en réalité hypertendus seront contrôlés. Ce qui fait que ce n'est pas étonnant aujourd'hui si l'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque en matière de mortalité cardiovasculaire, de manière globale, premier chez la femme, deuxième chez l'homme après le tabagisme. Alors pourquoi tout cela? Parce que finalement, l'hypertension, c'est une maladie très complexe. C'est l'interaction entre des facteurs génétiques, des facteurs comportementaux, des facteurs d'environnement comme la pollution, le bruit, le stress, et puis des facteurs socio-économiques, et c'est aussi l'interaction des mécanismes de régulation de la pression artérielle qui vont dépasser leur effet, les mécanismes rénaux, comme on le sait, la sensibilité au sel, le système rénine-angiotensine, des facteurs neuro-humoraux, des facteurs vasculaires, comme on va le voir, sur la dysfonction endothéliale, sur la rigidité artérielle, des facteurs hormonaux avec le système d'endothéline, et il y a des médicaments aujourd'hui qui sont en cours. Donc c'est une maladie complexe, c'est pas si simple l'hypertension. Je dis qu'il n'y a pas un hypertendu, mais il y a des hypertendus, et que l'hypertension, vous le savez bien, a plusieurs visages, plusieurs faces, et c'est pas toujours facile de prendre en charge ces patients. Et justement, j'aimerais partager avec vous, à travers un cas clinique, mais certaines réflexions qu'on peut avoir chez nos patients. Alors voilà un homme de 59 ans, il est hypertendu depuis 7 ans, il est en monothérapie sous Nebivolol 5 mg, il a une dyslipidémie, il est traité sous atorvastatine, et puis il y a 2 ans, de manière assez surprenante, parce qu'il n'est pas diabétique, on découvre chez lui un infarctus sur l'électrocardiogramme, il a une coronarographie, finalement c'était une occlusion de sa coronaire droite, on a jugé que ce n'était pas viable, il a été traité médicalement. Et puis il est venu consulter pour une hypertension artérielle non contrôlée, il mesure sa tension artérielle, elle est toujours aux alentours de 15-16, voire 17 à domicile, et malgré la prise de son traitement. Alors en consultation, effectivement, il a 168/95, vous voyez que la pression pulsée est à 73 mm, une fréquence cardiaque à 65, il n'a pas d'angor, pas de dyspnée, on lui fait un électrocardiogramme, on retrouve ces ondes Q de nécrose, vous les voyez en D3 en AVF, et un électrocardiogramme avec un peu de surcharge probablement ventriculaire en V5, V6. Voilà sa biologie, et à la biologie, son hémoglobine elle est normale. Par contre, la créatinémie, elle est déjà à 121 micromoles par litre, mais vous savez qu'il faut toujours mesurer la clairance, et on a déjà une insuffisance rénale modérée, avec une kaliémie qui est normale, une glycémie normale, et son bilan de cholestérol, on voit un LDL à 0,74, et vous savez que chez les coronariens, il doit être à 0,55, donc il n'est pas à l'objectif
de LDL. Et souvent, chez les patients qui ne sont pas l'objectif de LDL sous statine, j'ai tendance maintenant à faire le dosage de la lipoprotéine Lp petit a, ce qui peut expliquer, c'est un autre facteur de risque, on pourra en discuter plus tard. Et je vois justement qu'il est porteur de la lipoprotéine Lp petit a supérieure à 0,5 g par litre, ce qui en fait un malade à haut risque. Alors on va rester concentré, bien évidemment, vous avez compris, sur l'hypertension artérielle. Il a un holter tensionnel et son holter confirme effectivement que c'est une hypertension artérielle non contrôlée. Vous voyez 170-93 de moyenne le jour, 143-82 de moyenne la nuit, une fréquence cardiaque qui est contrôlée bien sûr car il est sous bêta-bloquant, un profil d'hyper mais une tension artérielle qui reste élevée la nuit. Alors je vous ai habitué à montrer aussi la stratification du risque à travers des outils nouveaux comme l'étude de la rigidité artérielle, on peut étudier aussi la fonction endothéliale et là on voit, et on pouvait s'y attendre, c'est un malade avec une rigidité artérielle, c'est un profil vasculaire et on voit bien la vitesse d'onde de pouls est à 15 mètres par seconde et ce qui peut expliquer un peu son histoire, sa maladie coronaire, alors que cette hypertension n'est pas très ancienne, et puis aussi, bien évidemment, sa lipoprotéine Lp petit a, et avec un âge artériel qui est très élevé. Alors, juste pour vous montrer quelques datas sur la rigidité artérielle, mais des datas tunisiennes, ce sont des datas personnelles, donc sur 520 patients âgés de plus de 30 ans, que j'ai colligés avec au moins un facteur de risque et ou une maladie cardiovasculaire. Je les ai inclus de manière consécutive. Vous voyez, c'est un âge moyen de 61 ans. 75% ont de l'hypertension artérielle, 47% du diabète. Et on voit bien que 40%, c'est des coronariens. Et lorsqu'on regarde sur la vitesse d'onde de pouls supérieure à 10 mètres par seconde, vous voyez que déjà, il y a 4 malades sur 10 qui vont avoir une rigidité artérielle. Il y en a quand même 6 sur 10 qui n'en ont pas. Mais 4 sur 10 sont au stade de rigidité. Et lorsqu'on regarde tout simplement en analyse univariée déjà, on voit que l'hypertension joue un rôle important. 80% de ceux qui ont une rigidité artérielle sont hypertendus. Et vous voyez que la pression artérielle moyenne est plus élevée chez les patients qui ont de la rigidité par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Une tension artérielle moins bien contrôlée. En analyse multivariée, c'est l'âge de plus de 65 ans, le diabète et la pression pulsée supérieure à 60 mm de mercure. Ici, je vous rappelle qu'elle était à 73. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus les patients, et c'est logique, plus les patients vont accumuler des facteurs de risque cardiovasculaire, plus la rigidité artérielle va s'installer, plus le vaisseau va souffrir. Mais lorsqu'on regarde dyslipidémie et hypertension, on voit que la coexistence de l'hypertension et la dyslipidémie, c'est ce qui va donner le plus de rigidité artérielle. Et notre profil de patient hypertendu non contrôlé, lipoprotéine Lp petit a à 0,55, ce qui explique les choses. Globalement, aujourd'hui, je crois qu'on est tous convaincus que l'hypertension, c'est une maladie du vaisseau. Et c'est ce qui explique qu'elle va toucher tous les organes, finalement. Le cerveau, avec la démence, avec les AVC ischémiques, hémorragiques, le cœur, avec cette hypertrophie ventriculaire gauche, la fibrillation, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire, les gros vaisseaux avec le risque d'anévrisme aortique, l'atteinte rénale, bien évidemment, en touchant les artères rénales, l'insuffisance rénale et les artériopathies des membres inférieurs. C'est une maladie du vaisseau qui va changer la structure de nos vaisseaux. Au niveau de l'endothélium, d'abord, on a beaucoup parlé de dysfonction endothéliale ce matin, et effectivement, ça va commencer par toucher l'endothélium, puis ça va toucher la média au niveau de la matrice extracellulaire, modifier la composition de cette matrice, beaucoup plus de collagène, beaucoup moins d'élastine. Et vous savez que dès l'âge de 40 ans, on commence à diminuer, à perdre son élastine au profit de du collagène. Mais là, il va y avoir une accélération du vieillissement artériel, et c'est ce qu'on a vu chez notre patient. L'implication du système rénine-angiotensine, bien évidemment, qui est majeure et qui va augmenter la vasoconstriction, favoriser ces flux, ces accélérations à l'intérieur des vaisseaux. Et tout ça va avoir des conséquences. Des conséquences, bien évidemment, on le sait, avec l'âge, notre systolique a tendance à augmenter, la diastolique a tendance à baisser, et donc la pression pulsée augmente. Et c'est pour ça qu'avec l'âge, le risque d'AVC augmente, le risque d'infarctus augmente par cette rigidité artérielle qui s'installe et qu'on est capable de ralentir, qu'on est capable aujourd'hui de ralentir avec une action précoce et une action spécifique sur le vaisseau, et c'est très important. Plus il y aura une vitesse d'onde de pouls accélérée, plus l'onde de réflexion sera rapide, va se croiser en systole, plus il y aura d'hypertrophie myocardique, plus il y aura de fibrose myocardique avec les conséquences, bien évidemment, de l'ischémie, mais surtout, et ça c'est un problème majeur aujourd'hui qu'on néglige, mais nous, cardiologues, nous sommes peut-être responsables, grâce à nos bons soins à nos patients, de transférer un problème cardiaque plus tard en problème cérébral avec une augmentation de la démence
Et donc, aujourd'hui, les patients vivent de plus en plus longtemps parce qu'on les soigne mieux. Et donc, il va falloir être très attentif à ce problème de démence vasculaire. Et quand vous regardez les IRM de nos patients, on trouve souvent des stigmates d'atteinte vasculaire au niveau donc, des IRM cérébrales. Si je résume l'observation de notre patient, c'est un homme de 59 ans. Il est hypertendu sous une monothérapie. Il a une dyslipidémie avec une LP petit a supérieure à 0,5 g par litre. Il est dans le cadre d'un syndrome coronarien chronique, une insuffisance rénale modérée, une rigidité artérielle. Bien évidemment, ça en fait un patient à très haut risque cardiovasculaire et nous sommes face à une hypertension artérielle non contrôlée. Alors, l'hypertension artérielle non contrôlée, c'est de plus en plus fréquent. Et c'est le paradoxe de ces dernières années, je dirais, dans l'hypertension. Il y a de plus en plus de moyens, de plus en plus de médicaments, des guidelines qui sont de plus en plus précis et pourtant, dans le monde, on constate que les patients sont de moins en moins contrôlés. Il y a de l'inertie thérapeutique, il y a des malades plus sévères, il y a probablement encore des choses à refaire. Retenez globalement que 2 patients sur 3 aujourd'hui, hypertendus, traités, ne sont pas contrôlés. Et ne pas contrôler l'hypertension artérielle, c'est majorer déjà la mortalité de 74%. Et je vous ai dit que l'hypertension, c'était le premier facteur de risque en termes de mortalité cardiovasculaire. Mais c'est aussi, et vous voyez en gris, un hypertendu qui est traité mais non contrôlé a finalement le même pronostic qu'un hypertendu non traité, alors que lorsqu'il est traité et contrôlé en noir, il a le même pronostic qu'un non hypertendu sur le plan cardiovasculaire, sur le plan cardiaque, sur le plan cérébral. Et puis, bien évidemment, vous avez vu que notre patient commençait à développer de l'insuffisance rénale, et plus l'hypertension sera sévère, plus l'hypertension sera non contrôlée dans le temps, plus le risque d'évoluer vers de l'insuffisance rénale sévère terminale sera important. Et regardez dans le stade 4, ça multiplie quasiment de 22 le risque d'évoluer vers cette complication. Et puis, j'insisterai jamais assez sur le fait que, tout simplement, plus de 130 mm de mercure, 130 mm de mercure, c'est déjà une augmentation de 34% du risque de démence à la fin de vie d'un patient qui est hypertendu. Et donc, aujourd'hui, c'est extrêmement important de bien prendre en charge ce facteur de risque avec de respecter aujourd'hui les guidelines. Alors, si on regarde les guidelines, et notre patient était sous monothérapie, il y a 4 situations pour la monothérapie aujourd'hui. C'est les patients qui ont, vous savez, ce nouveau concept de tension artérielle élevée en consultation, entre 12 et 14 avec 139 avec certaines, bien sûr, conditions, des patients qui sont fragiles, des patients qui sont âgés de plus de 85 ans ou des patients qui auraient une hypotension artérielle symptomatique où il va falloir quand même faire attention avant de mettre une bithérapie, de peut-être corriger les choses pour éviter l'hypotension. Alors on pourrait se dire, mais finalement, on a très peu de patients dans nos consultations qui sont en monothérapie. Nous sommes d'excellents cardiologues et nous traitons très très bien nos patients. En réalité, lorsqu'on regarde dans le monde, et ça c'est la réalité du terrain, on voit, regardez déjà aux États-Unis, vous avez sur les 93 millions d'hypertendus traités, il y a 40% qui sont en monothérapie. Et donc il y a énormément de patients encore, malheureusement, en monothérapie. Alors on pourrait dire, oui, mais ça c'est les États-Unis, peut-être c'est différent. En Tunisie, nous avons eu la chance, la Société tunisienne de cardiologie, et à leur tête Leila Abid qui avait fait mener ce registre. Regardez, la monothérapie, c'est 46%. Nature HTN, 25 000 patients. 25 000 patients. Et la majorité était en monothérapie. Et lorsqu'on a regardé cardio et médecins généralistes, c'était la même chose. Donc nous avons encore trop de patients en monothérapie, très peu de patients en bithérapie et très peu de patients en triple thérapie. Or, en réalité, vous voyez, on estime que 30% seulement devraient être en monothérapie, et moi je peux vous dire c'est 25%, vous n'avez qu'un malade sur 4 qui sera équilibré en monothérapie. La grande majorité de l'hypertension artérielle, c'est la c'est la triple thérapie, voire plus. Alors lorsqu'on vous dit, effectivement, le plus souvent, ça sera une bithérapie. Et dans la bithérapie, jusqu'à présent, toutes les recommandations sont les mêmes, ne bougeront pas. Ça sera un bloqueur du système rénine-angiotensine, soit un IEC, soit un ARA2, associé à un inhibiteur du canal calcique ou associé à un diurétique, recommandation de classe 1. Alors, pourquoi ce bloqueur du système rénine-angiotensine est toujours au cœur de cette combinaison de première intention? C'est bien évidemment parce qu'on est au cœur du vaisseau. On est au cœur du vaisseau parce qu'on sait le rôle délétère du système angiotensine 2 qui va se bloquer, se fixer sur le récepteur AT1, vasoconstriction, prolifération cellulaire, fibrose, rigidité artérielle bien évidemment,
inflammation, le stress oxydatif. Donc en bloquant le système rénine-angiotensin, on va quand même, au niveau du vaisseau, ralentir ces altérations structurelles qui ont un rôle délétère. Alors il y a toujours eu ce débat finalement au départ entre IEC et ARA2 dans le domaine de l'hypertension artérielle. Ce qu'on regarde des méta-analyses, on voit que dans l'hypertension artérielle de manière générale, non compliquée, finalement donner un IEC ou un ARA2, il n'y aura pas de modification. Par contre, si on regarde des conditions spécifiques en dehors de l'hypertension artérielle où là, IEC et ARA2 font jeu égal, si on regarde certaines conditions comme le syndrome coronarien chronique ou le post-infarctus du myocarde, on sait que les études, il faut le dire clairement, les études du post-infarctus, de la maladie coronaire, sont plus favorables avec les IEC qu'avec les ARA2. Et on a énormément d'études aujourd'hui dans les suites d'une maladie coronaire avec de l'hypertension artérielle où il y a un bénéfice des IEC. Et en particulier, on sait tous l'étude Europa avec le perindopril où vous avez un bénéfice, même chez des patients qui ne sont pas hypertendus finalement, et chez qui on peut mettre un IEC pour stabiliser la maladie coronaire. Alors chez notre patient, voilà ce que j'ai préconisé dans ce cas précis, une combinaison fixe perindopril, amlodipine, 10 mg, 5 mg pour l'amlodipine, un comprimé le matin, et de garder son bêta-bloquant, le nebivolol, un comprimé le soir. Alors pourquoi cette stratégie, pourquoi ce choix de médicaments? D'abord parce que vous avez pu voir que c'est un patient qui a une hypertension artérielle sévère, 17 de moyenne le jour, là on est en ambulatoire, même pas, c'est pas au cabinet médical, avec une pression artérielle aussi nocturne qui reste élevée, et on sait que la place du perindopril et de l'amlodipine dans la couverture de 24 heures, avec ce rapport Valipic qui est très large, et lorsqu'on regarde sur les résultats, c'est une combinaison qui est extrêmement synergique, avec très vite, vous avez en un mois une baisse quasiment de 35 mm de mercure de la systolique et une dizaine de millimètres de mercure de diastolique. Quel que soit le profil de votre patient, vous allez à 3 mois atteindre l'équilibre. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'avec l'amlodipine, nous avons des baisses de la variabilité tensionnelle et on connaît la relation entre variabilité tensionnelle et le risque d'AVC. Avec la rigidité artérielle, c'est encore majoré et donc c'est important d'avoir une combinaison qui stabilise la pression artérielle aussi de visite to visite et ça peut avoir un impact très important sur le risque cérébral et on connaît le rôle notamment de l'amlodipine et du perindopril dans la protection contre les accidents vasculaires cérébraux. Alors pourquoi tout ça aussi? Probablement parce que avec le perindopril, et on le sait très bien, c'est un IEC qui agit sur l'endothélium. Et lorsqu'on regarde toutes les études qui ont été faites sur la dysfonction endothéliale, c'est l'IEC de référence sur l'amélioration de la fonction endothéliale, notamment parce qu'il diminue l'apoptose des cellules endothéliales et donc il améliore le vaisseau. La deuxième chose, c'est que c'est une combinaison qui est extrêmement efficace sur la rigidité artérielle. Et regardez cette étude qui a été faite chez des patients obèses, 30 patients dans chaque groupe, et on a comparé 2 IEC, 2 ARA2, le perindopril, l'enalapril, le losartan et le telmisartan, et les deux qui avaient une efficacité, l'efficacité la plus importante, c'était avec le perindopril sur la pression artérielle. Mais si on regarde sur la rigidité artérielle, c'est encore une fois le perindopril à 10 mg qui avait l'efficacité la plus importante, ensuite le telmisartan, alors que l'enalapril et le losartan n'étaient pas efficaces. Et puis une efficacité très importante sur la pression centrale. Mais ça, on le sait déjà avec Ascot, vous avez une baisse manifeste aussi bien de la pression périphérique que de la pression centrale avec perindopril, amlodipine. Ce n'est pas surprenant finalement si le perindopril, il est dans toutes les études tout le long du continuum cardiovasculaire, à quel que soit le niveau où il a été testé, où il a été dosé dans les essais cliniques, on a eu un bénéfice très clair. Et si on regarde la combinaison perindopril et inhibiteur calcique, c'était de l'amlodipine, on regarde dans l'étude Europa avec le bras CCB, vous voyez que vous avez une réduction de l'endpoint primaire, mais surtout une réduction de la mortalité significative de 46%. Donc globalement, des bénéfices, bien évidemment, sur la pression artérielle, sur la fonction endothéliale, sur la rigidité artérielle, mais ce que nous, on attend cardiologue, c'est aussi des bénéfices cliniques. Et avec cette combinaison, même avec la combinaison de l'indapamide, notamment ce que préconise chez le patient diabétique, vous allez toujours avoir un bénéfice clinique sur la mortalité cardiovasculaire, l'insuffisance cardiaque, les AVC, avec surtout, et ça c'est important, une excellente tolérance, notamment au niveau des œdèmes des membres inférieurs, car vous savez, quand vous mettez un bloqueur du système rénine-angiotensin avec de l'amlodipine, quel que soit le médicament, vous allez réduire ces œdèmes des membres inférieurs. Alors,
une question importante, c'est quelle cible thérapeutique? Vous savez que la cible a changé depuis un certain temps, elle est en train de baisser. Et effectivement, aujourd'hui, chez les patients à très haut risque, la cible préconisée, je dirais, c'est 12,7. Si on atteint 12,7 sans hypotension orthostatique, sans intolérance clinique, bien évidemment, je pense que c'est un bon chiffre, entre 12 et 13, entre 7 et 8 pour la diastolique. Ça vient des méta-analyses qui confirment que plus on va baisser, plus on va gagner. À partir de 12, je pense que c'est bon. Et puis surtout, plus le malade sera à haut risque, plus le bénéfice de cette baisse sera importante. Est-ce qu'en pratique, on atteint facilement ce chiffre-là? Nature HTN nous a montré que pour 14,9, il y avait un Tunisien sur 2 qui était à l'objectif tensionnel. Mais si on regarde 13,8, il n'y a que 18% des patients qui sont à la cible de 130-80. Donc il y a encore énormément de travail à faire. Et puis je voudrais terminer par vous montrer une étude de nos amis marocains. On a été très très bien reçus récemment au congrès de la Société marocaine de cardiologie. On a toujours un grand plaisir à y aller. C'est une étude de vraie vie, de terrain, Synergia Morocco, qui a regardé justement cette combinaison perindoprine-amlodipine chez des patients qui sont non équilibrés sous monothérapie avec de l'amlodipine. C'est une étude qui a été faite chez des médecins généralistes, mais supervisée par des cardiologues et des néphrologues. Vous voyez, c'est 80 investigateurs, c'est quand même 1614 patients, et des patients qui sont les profils habituels, 63 ans de moyenne, 35% c'est des diabétiques, 32% c'est des maladies, c'est des coronariens, c'est ce qu'on voit dans le quotidien, 17 de pression systolique en moyenne, avec comme stratégie, d'abord, c'est du perindopril 5 mg, de l'amlodipine 5 mg, et puis bien sûr, on peut augmenter. Vous voyez que l'amlodipine, le plus souvent, c'était du 5,5, dans 63% des cas. Il y a quand même eu 26% qui ont eu 10 mg d'amlodipine et un tiers qui ont eu 10 mg de perindopril. Et encore une fois, voilà des études de vraie vie qui montrent qu'on a une baisse très importante de 171 à 136 en 30 jours. Et à 3 mois, vous voyez que vous allez aux chiffres tout à fait habituel de cible thérapeutique à moins de 13,8. Et à 30 jours, vous avez 60% de gens qui ont atteint la cible et à 90 jours, 91%. En conclusion, je dirais que l'hypertension artérielle reste une maladie le plus souvent non contrôlée. Moi, je suis vraiment pour l'approche vasculaire chez des patients comme ça à profil vasculaire. C'est une approche qui est fondamentale chez les patients à haut risque cardiovasculaire, indépendante des niveaux de pression artérielle. Ça permet de guider la thérapeutique en privilégiant les molécules qui ont des preuves d'efficacité sur la morbimortalité cardiovasculaire. Et puis, après un traitement généralement de plusieurs mois, et ça je le constate dans ma pratique clinique, vous allez avoir une réduction de la rigidité artérielle. Pour la moitié, c'est lié à la baisse de la pression artérielle, mais pour l'autre moitié, c'est lié aux modifications structurelles et fonctionnelles, liées au remodelage induit par certaines classes pharmacologiques. Et on le voit, on est beaucoup plus efficace avec certaines classes qu'avec d'autres. Et entre autres, la combinaison périndoprine-amlodipine vous permet d'agir au cœur du vaisseau. Je vous remercie. Donc, bravo Si Fawzi pour cette excellente... bravo Si Fawzi pour cette excellente présentation, très pratique, à haute valeur pédagogique. Donc, c'est un plaisir de vous écouter, mais malheureusement, par contrainte de temps, on est obligé de... On a le droit à 2 questions. C'était très clair, je pense. Docteur Haddad, une petite question. Donc, pensez-vous que le POP-mètre sera un examen qui va intégrer le bilan, on va dire, cardiovasculaire de bonne santé ou chez tout patient qui consulte Pour moi, oui. Je dirais clairement. Vous savez, aujourd'hui, on prend la pression artérielle, on prend la pression artérielle systolique, on prend la pression artérielle diastolique, on regarde la fréquence cardiaque, on examine nos patients, mais il nous manque certaines données. Et honnêtement, au départ, quand j'ai utilisé cet outil, moi aussi, j'étais un peu curieux de savoir est-ce que ça allait changer ma pratique, et ça a changé ma pratique. Ça me permet de voir le patient différemment, et ça permet aussi que le patient soit non pas spectateur de sa maladie, mais lui-même acteur. Et c'est très important parce que quand vous lui montrez justement que son facteur de risque est en train de diminuer l'élasticité de ses artères, le patient va adhérer à tout ce que vous allez dire, et vous-même, vous allez voir certaines choses que vous n'avez pas vues. Par exemple, je donne un exemple très simple, quelquefois on ne détecte pas les hypertensions artérielles masquées. Et je peux vous dire, à plusieurs reprises, je vois un patient en consultation, il a une très bonne tension, je suis étonné,
on a une rigidité artérielle, je lui demande un holter tensionnel, je me dis je vais voir l'hypertension nocturne, je me dis peut-être il y a de l'hypertension nocturne qu'on ne voit pas, ben, finalement c'est de l'hypertension artérielle masquée. Donc c'est un outil supplémentaire qui permet de nous apporter une idée sur est-ce qu'avec les outils, avec les médicaments que nous sommes en train de faire, est-ce qu'on est en train d'être efficace? Et puis aussi, est-ce que le patient adhère aux mesures hygiénothétiques? Il ne faut pas oublier que le meilleur traitement de la rigidité artérielle, c'est aussi l'activité physique. Merci beaucoup, Dr Haddad. Merci, Fawzi. Je pense que ce qui se dégage de nos jours actuellement, avec les recommandations européennes de cardiologie, c'est qu'au-delà du chiffre tensionnel d'un patient stade 1, stade 2, stade 3, on va voir est-ce que c'est une HTA sans facteur de risque, non compliqué, sans atteinte des organes cibles. Donc il y a le premier stade sans ces facteurs, deuxième stade présence d'un diabète ou d'une atteinte rénale, stade 3, et le stade 4, vous avez des événements cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, stade 5, etc. Et à partir de là, la stratégie thérapeutique sera basée sur ce bilan cardiovasculaire qu'on fait. Voilà un peu. Et à partir de ce moment-là, on peut aller d'emblée vers la bithérapie ou même la trithérapie lorsque vous avez plusieurs facteurs de risque. La seule exception, c'est que vous avez une HTA intermédiaire, une tension artérielle élevée, entre 12 et 14, comme je dis si bien, mais avec un risque cardiovasculaire, un site à traiter. Voilà un peu. Tout à fait, Habib. Je crois que c'est très important de le rappeler. La stratification du risque cardiovasculaire, l'étude de l'atteinte des organes nobles, c'est la première étape. Et c'est pour ça qu'à la question de Khadija, déjà voir une perte de l'élasticité artérielle, c'est aussi une analyse supplémentaire et qui va mettre le patient dans une autre dimension, dans une autre case, et probablement un suivi plus précoce. Vous savez, dans les recommandations, on vous dit de revoir le patient à 1 mois ou à 3 mois. Ben, il y a des patients, on va les revoir à 1 mois parce qu'il y a déjà une atteinte d'organes nobles, et il y a des patients, on pourra les revoir à 3 mois tranquillement parce que c'est une hypertension artérielle sans atteinte d'organes. Et ma foi, il n'y a pas d'extrême urgence. On peut prendre le temps pour aller à la cible thérapeutique. Justement, pour la cible, la rigidité artérielle, elle est difficile à obtenir. C'est quelques rares cas. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, il faut qu'on se base sur la clinique. Palper les pouls, rechercher un bruit carotidien, acidité tensionnelle, bras droit, bras gauche. Ce sont ces événements, ce sont ces petites anomalies qui nous mettent sur la voie d'un monsieur qui a probablement un risque cardiovasculaire élevé. Alors, la vitesse d'onde de pouls, on arrive à la corriger, à la normaliser une fois sur deux. Une fois sur deux, et dans 75%, à la baisser d'au moins 20%. Effectivement, il y a des patients qui vont rester rigides malgré toutes les thérapeutiques qu'on va faire, parce qu'à un moment donné, on le sait, on risque parfois de faire de l'hypotension, et donc ce n'est pas l'objectif. Merci encore, Dr Haddad, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Alors merci aussi à l'audience qui est studieuse, et nous vous invitons à rester ici à Matmata pour la